Si on cherche la controverse ici. Oula. J'aime bien ces moments de surprise. Regardez les gars, j'adore la pizza. Pardon. T'inquiète. Ça donne le rappel que je dois faire un podcast. Oui. Allez, on va commencer. 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Cet été est un peu particulier puisque nous célébrons ensemble la première année du SOS Podcast. Pour marquer cet anniversaire, j'ai eu envie de vous faire vivre un été rempli de rencontres, de découvertes et d'inspiration. Tout au long de ces 2 mois, juillet et août 2026, retrouvez une nouvelle interview chaque semaine. Oui, vous avez bien entendu, chaque semaine. À travers cette série spéciale, je vous emmène à la rencontre de femmes créatrices, passionnées, audacieuses, talentueuses, réunies au sein d'un même collectif, Upcycling Connection, qui fait rayonner la création, mais surtout l'upcycling. Évidemment, messieurs, c'est un appel à la candidature. Chaque épisode vous permettra de découvrir un univers, une histoire, une vision, et peut-être même de faire de belles rencontres. Et ce n'est pas tout. Cette série nous conduira progressivement vers un événement unique et incontournable de la rentrée, la Fashion Week, la Upco Fashion Week, organisée à Montpellier par ce collectif où plusieurs de ses créatrices présenteront leur travail. Évidemment, on en parle un petit peu plus dans l'interview, aussi restez connectés. Toutes les informations par rapport à la programmation de cet événement est disponible en barre d'infos. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par la rencontre du jour. Cette série de portraits pour Upcycling Connection, je te présente aujourd'hui une créatrice dont l'univers visuel est immédiatement reconnaissable. Point de Brume, c'est une esthétique au service de l'upcycling. Des créations qui semblent venir d'un autre temps, construites à partir de matières récupérées, réinventées, sublimées. Cette créatrice apporte au collectif Upcycling Connection une sensibilité artistique extrêmement rare. As-tu déjà entendu parler du tatouage textile? Sinon, tu vas le découvrir dans cette interview. Pour voir ces pièces en vrai et en mouvement, direction l'Upco Fashion Week qui aura lieu d'ici la fin de cet été à Montpellier, un événement incontournable organisé par le collectif Upcycling Connection, dédié à la mode et au design durable, et c'est exactement l'espace que méritent ces créatrices. Es-tu prêt pour ce moment si doux et si drôle avec Marianne? Si oui, je te laisse avec la suite. Bonjour Marianne. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Je suis ravie d'être là. Tu peux éventuellement rapprocher un peu ton micro. Je suis ravie d'être ici. Je te propose du coup pour commencer cette belle interview avec toi de commencer par un exercice relativement drôle et fun, ce qu'on appelle le portrait chinois. Je pense que tout le monde sait ce dont il s'agit. L'idée c'est de répondre, si j'étais une couleur, si j'étais un espace, si j'étais une aventure, peu importe. Donc j'ai 10 questions devant moi, je vais en choisir 3. L'idée c'est que tu réponds spontanément. La première idée que tu as en tête, généralement c'est la bonne. Est-ce que tu es prête ? Je suis très indécise, mais je vais faire au mieux. Ok, ça marche. Si ton univers était une matière, ce serait laquelle ? Du coton, je pense. Du coton ? Ouais. Ok, du coton bio, réutilisable. Vu qu'on est dans les un joli coton épais, doux, mais pas plein de produits chimiques et de mélange de fibres synthétiques, mais un joli coton neutre, mais qui a plein de possibilités. Ok, j'aime beaucoup cette question de possibilités. On va investiguer tout ça après dans l'interview. Si ton atelier était un endroit dans le monde, ce serait lequel ? Il y a un endroit où je suis allée il y a une dizaine d'années quand j'étais en voyage toute seule au Pérou. Et c'était pas du tout un endroit touristique, c'était juste une petite promenade rando que je faisais à un moment donné et je suis tombée sur cet endroit. Et dès que je suis un peu stressée ou anxieuse et que je dois penser à un endroit spécial, je pense à ça. Parce que c'était super paisible, super beau. C'était un petit coin d'ombre sous les arbres avec un petit ruisseau. Et je sais pas pourquoi cet endroit m'a fait une impression tellement spéciale. Mais du coup, si je voulais une vibe d'atelier, ça serait là. Ok, écoute, on te souhaite, si c'est constructible, éventuellement. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu as déjà un safe place imaginaire dans lequel tu peux te projeter quand tu es submergé d'émotions. Certainement que je viendrai investiguer cet élément parce que je le trouve intéressant. Et on termine par la dernière question du portrait chinois. Je réfléchis à celle que
J'ai envie de te poser, allez, si ton énergie du moment était un animal, ce serait lequel? J'aime bien, c'est vraiment de surprise. Du moment, mon chien, qui dort beaucoup parce qu'il est assommé par la chaleur. Ah oui, c'est vrai. Alors, on enregistre cette interview au mois de mai et on est dans le pic où voilà, il fait 40 degrés, vraiment c'est pénible. La pire journée. Exactement. Donc ton énergie du moment, c'est la chaleur, ça pèse. Et vivement ce soir qu'on prenne un petit peu de frais, quoi. Exactement. Ok, ça marche. On va donc continuer avec cette interview donc, que j'ai découpée en 4 temps. Le premier que j'ai appelé Histoire et origine, et la première question que je souhaiterais te poser est la suivante. Peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené à l'upcycling en quelques mots? On va essayer de faire vite. Donc moi j'ai toujours été dans le dessin plutôt, mais je me suis jamais vraiment arrivée à me lancer. Pourtant j'ai fait des études d'art, mais je sais pas, je me comparais trop aux autres. Je voyais plein de gens très talentueux et je trouvais que j'avais pas le niveau. Et puis il y a eu le Covid, je savais pas trop où aller dans ma vie professionnelle, j'étais pleine d'incertitudes. Et j'ai eu envie d'essayer des choses nouvelles. Et j'ai essayé la broderie, d'une part, c'était assez random, ça me tentait comme ça instinctivement. Et d'un autre côté, il y avait aussi le fait que j'avais envie de customiser mes habits. Mais bref, un beau jour, je me suis mis à la broderie et en fait, j'ai découvert que ça venait hyper facilement. Pour moi, c'était vraiment la continuité du dessin, mais j'ai troqué mon stylo contre une aiguille et du fil. Et alors oui, j'ai eu bien sûr des petits tâtonnements techniques parce que bon, c'est quand même différent. Mais en fait, dans je sais pas, la gestion des couleurs, des ombrages, pour moi, c'était vraiment faire du dessin, mais sur du textile. Et du coup, c'est un côté très chouette parce que on peut le porter, vivre avec, vraiment, chose qu'on peut pas vraiment faire de la même manière avec des dessins, des illustrations. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, l'upcycling, finalement, comment est-ce que tu as vu une voie possible pour t'exprimer en tant que créatrice? Et en fait, l'upcycling, c'était vraiment une évidence parce que j'ai compris assez vite que je voulais faire quelque chose de la broderie. Et pour le coup, j'ai vraiment pas hésité longtemps avant de me lancer et de me dire je vais créer une entreprise. Mais pour moi, c'était impensable de créer du neuf. Ça fait plusieurs années quand même que je suis consciente de toutes les problématiques liées à la fast fashion, que moi-même, dans mon dressing, j'essaie de mieux consommer, de faire durer mes affaires, d'acheter des choses en seconde main. Et du coup, j'arrivais pas à me dire je vais produire encore du neuf alors qu'il y a tellement... Enfin, je pense qu'il suffit de jeter un œil 5 minutes sur Vinted ou de mettre un pied à Emmaüs ou dans une friperie et on se rend compte en fait ne serait-ce que les bennes de récupération textile, elles débordent tout le temps. Enfin, c'était inimaginable pour moi de me dire je vais encore ajouter à ça. Donc vraiment vite, je suis partie vers cette idée de je vais récupérer des habits qui sont en bon état ou en moins bon état, et dans ce cas-là, je vais les réparer, essayer de leur donner une deuxième vie. Ou alors, il y avait aussi l'idée, mais je crois qu'elle est venue un petit peu plus tard, mais il y avait l'idée aussi de prendre directement les habits des gens. Donc, par exemple, tu as cette veste, tu l'aimes trop, mais tu te dis, est-ce qu'elle serait pas mieux avec une petite broderie de mon groupe de rock préféré? Ok. Voilà, donc il y avait ça aussi. Ok, donc en fait c'est venu naturellement déjà par tes valeurs et ensuite tu as élargi un peu le champ des possibles en disant tiens pourquoi pas aussi proposer mes services pour broder sur des vêtements existants que les personnes portent à tous les jours, etc. Ok, ça marche, je trouve ça intéressant et justement tu as commencé à en parler et je pense que c'est intéressant de l'investiguer. À quoi ressemblait ta vie, donc avant cette activité, à quoi ressemblait ta vie professionnelle? Un chantier. J'ai fait les études d'art, mais après ça, j'ai surtout bossé dans l'animation. Je faisais de l'animation avec les adultes parce que j'étais game master dans les escape games. C'était très marrant comme job. Et après ça, j'ai fait de l'animation avec les enfants où je faisais des ateliers créatifs, beaucoup. Et en fait, il y a eu le Covid. Je voulais quand même travailler dans l'art, mais il n'y avait pas de job dans la culture. Du coup, j'ai fait un master en études culturelles en pensant que ça allait m'aider en pensant que ça allait m'aider à décrocher un job dans la culture.
Mais en fait, j'avais pas confiance en moi, j'avais plein de doutes, je sais pas. Encore une fois, j'avais du mal à me lancer et à vraiment aller chercher ce que je voulais. Et du coup, ben, c'est un peu dans cette période-là où ben, en fait, je me suis décidée à lancer mon entreprise. Et c'est assez bizarre parce que ça paraît très effrayant, mais en même temps, pour moi, c'était moins effrayant que le monde du travail et d'aller démarcher et d'aller faire ouais, dans le salariat. Et puis c'est surtout que pour moi c'était vraiment une montagne en fait d'aller travailler dans la culture, parce que dans ma tête il fallait des contacts, il fallait faire du réseauting, et c'est vraiment des choses avec lesquelles je suis pas du tout confortable, et que j'étais pas prête à faire. Ok, donc tu t'es dit autant prendre en main pour moi mon propre réseau, Voilà. et faire des démarches qui sont pour moi bénéficiantes pour mon entreprise. Ouais. Je trouve ça Et fantastique. puis c'était un challenge, mais en même temps c'était le bon moment quoi. C'était quelque chose que c'était assez fluide et j'avais pas de blocage en fait sur ça à ce moment-là, et du coup c'est parti. Oui, finalement, ça revient avec ce que tu disais un peu plus tôt sur le fait de commencer à broder, et pour toi, c'est venu naturellement. Ouais. Et moi, ça fait écho assez net par rapport à mon expertise et par rapport à mon métier de coach. Moi, j'apparente ça en fait à un talent. C'est-à-dire que on n'a pas besoin que ce soit hyper cérébral, on n'a pas besoin que ce soit d'une concentration particulière, on n'a pas besoin qu'on soit absolument présent pour exécuter son talent. Cela vient naturellement, ça nous provoque de l'énergie, on ne voit pas l'heure passer. C'est une sensation de flow, une sensation de ça avance, ça passe, et c'est en tout cas dans ma définition et pour beaucoup de coachs ce qu'on appelle un talent en fait. Donc tu as fait finalement de ton talent une entreprise, et ça on aime toujours le voir. Une super belle définition du mot talent, j'adore. Oui, écoute, avec plaisir. Je vais quand même te poser cette question. Alors, comme pour les autres interviews que vous retrouverez d'ores et déjà sur la chaîne dans le SOS Podcast, alors tu transformes ce mot atypique, mais je pense que ça peut être intéressant qu'on investigue cette voie-là. Est-ce que tu as toujours su que tu avais un profil atypique? Parce que je pense que tu as un profil atypique, mais tu peux mettre... Lila, par exemple, a dit plutôt le mot courage. Vraiment, tu l'argumentes comme tu le sens, mais est-ce que tu as toujours su que tu avais à proposer qui était en dehors de la norme était à l'intérieur de toi, et finalement ça fait partie de toi depuis fort fort longtemps, ou est-ce que c'est venu progressivement et tu as eu un petit peu de mal à l'assumer éventuellement? Non, je pense que je l'ai toujours assumé. Je l'ai peut-être pas toujours bien compris et verbalisé. Peut-être c'est plus facile de verbaliser ces choses-là quand on est un petit peu plus grand. Mais pendant longtemps, je me considérais un peu comme avoir un syndrome Peter Pan. Je voulais pas grandir, je voulais continuer à avoir mes rêves d'enfant, je voulais pas rentrer dans ce moule de l'âge adulte. Et en fait, déjà, bon, je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, mais c'est vrai que déjà, de par cette manière de penser, je me sentais quand même un petit peu atypique. Et c'est vrai que je me suis toujours un peu sentie un petit peu en décalage, quoi. Et en fait, quand on fait de l'artisanat, on se rend compte qu'il y a plein de gens comme ça, et qui ont des projets, qui ont des idées super chouettes. Et même pas que dans l'artisanat, d'ailleurs, hein. Il y a plein de gens qui sont aussi dans le salariat et qui ont qui ont un petit côté atypique, un petit grain de folie qui développent sur le côté. Ok. Et est-ce que tu arrives à te souvenir du moment où ça a été le plus évident pour toi, cette distinction, cette connaissance ou cette reconnaissance de ta personnalité, de cette façon de penser qui est un peu à part? Alors c'est une question complémentaire hein, qui ne fait pas partie de ce que je propose. C'est vrai que comme ce que tu proposes est intéressant. Non, je sais pas. Après, j'ai quand même la chance d'avoir une famille qui est assez chouette et d'avoir des amis qui sont exceptionnels et qui sont eux aussi. J'ai beaucoup d'amis qui sont artisans, et j'ai fait en fait, quand j'étais au lycée, j'étais en art appliqué, et du coup c'était quand même une option assez spéciale où on avait énormément d'heures d'art appliqué. On était vraiment à la marge du lycée. On était tous là avec nos cartons à dessin à plancher sur nos grands trucs là jusqu'à minuit sur des sujets. Enfin voilà, j'étais déjà dans ce truc un peu à la marge au lycée, et j'ai gardé ces amis là depuis, et donc c'est vrai que c'est un peu tout ce que je connais, quoi. Oui, c'est ça. En fait, quand tu baignes dedans, tu ne peux que voir ce qui t'entoure. Donc, c'est intéressant. Je sais pas si tu as regardé mes FAQ, mais je sors aussi d'un bac STI art appliqué. Donc, mais si. Donc, non, c'est pas grave.
n'hésitez pas à la regarder, ce sera en barre d'infos. Mais du coup, je vois très bien ce que tu veux dire, d'être un peu... les bizarres là, du lycée qui ont des grands cartons raisins, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je vois très bien, je vois très bien. On va continuer du coup sur la deuxième partie que j'ai appelée création et signature. Et la première question, puisqu'on a commencé à en parler, mais on va aller un peu plus loin dans la réponse. Qu'est-ce que l'upcycling pour toi représente aujourd'hui? Ça représente une source d'espoir pour moi, mais pour aussi, je pense qu'en tant que société, c'est bien qu'on développe des modèles qui soient différents de consommer. Et c'est pas juste un individu, faut vraiment que ce soit une force collective. Et d'un côté, c'est chouette parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de vêtements de boutiques, en fait, de vêtements de seconde main, et qu'il y a beaucoup de créateurs qui utilisent l'upcycling. C'est moins chouette parce que je pense qu'on est encore une minorité et qu'on s'est déjà fait pas mal pomper par les grandes marques qui... après, c'est ce qu'elles font, hein. Il y a les sous-cultures et il y a la culture de masse dominante qui vient prendre dans les sous-cultures pour continuer le capitalisme. Mais bon, c'est quand même de base, quand même, je trouve que c'est quelque chose de beau de créer avec des choses qui existent déjà, qui sont parfois plus désirées. Et de récupérer en fait tout ça pour en créer quelque chose de nouveau, je trouve que c'est joli. En fait, ça représente pour toi un espoir, une façon de pouvoir combattre la tête de réseau qui tente au maximum de prospérer. Après, moi, ce que j'y vois aussi dans ce que tu dis, et je pense que l'approche est intéressante, c'est que finalement, s'ils viennent, voilà, tête de réseau, tout ça, à piocher dans ces minorités, c'est que ils en voient un intérêt, mais surtout ils en voient peut-être la fin aussi pour eux de... Je pense qu'ils en admirent aussi la créativité, parce que oui, c'est quelque chose que j'ai pas dit dans ma réponse de base, mais en fait, qu'est-ce que c'est aussi pour moi pourquoi je trouve ça si beau l'upcycling? Parce que c'est quelque chose de très créatif. Parce qu'on est obligé en fait d'être créatif, c'est facile... Enfin, non, c'est pas facile, il faut avoir des idées bien sûr. Mais c'est facile en fait de créer quand on a de l'argent et des armées d'artisans sous-payés à sa disposition pour créer des choses. On a de suite des contraintes en fait quand on travaille avec de l'upcycling parce que telle matière on l'a peut-être pas choisie spécialement, telle coupe, telle taille. Il faut arriver à faire quelque chose de beau, de neuf dans le sens... un nouveau produit de quelque chose de fini, ou plusieurs choses de fini des fois. Et du coup, ça demande de la créativité, ça demande de résoudre des problèmes parfois. Et je pense que le fait que la fast fashion s'en inspire, c'est parce qu'ils savent que ça fonctionne, parce que c'est créatif, parce que ça apporte quelque chose de neuf. Totalement. Et voilà. Et pour continuer sur cette lancée, le fait d'avoir des idées, d'être créatif, d'avoir de la ressource quelque part avec les matières que tu réutilises, que tu survalorises, que tu upcycling, c'est bien ça dont il s'agit. Est-ce que tu arriverais à nous décrire ton univers créatif? Alors mon univers créatif, il est vraiment tiré de mes dessins, donc c'est un univers qui est très doux, je pense, qui est pas forcément fantastique. Je pense que c'est très ancré dans le réel, même si parfois il peut y avoir des éléments fantastiques. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est rêve, poésie, imaginaire. Et c'est toujours... quand je fais des dessins, c'est toujours des ambiances. Enfin, c'est toujours... il faut que je m'y sente bien. Et même quand je fais des choses qui sont un petit peu plus... dark ou witchy ou fantastique, il y a toujours un peu ce petit côté il faut que ça te ressemble, quoi. Ouais, il faut que ça me ressemble. Après, je suis quelqu'un qui a beaucoup de centres d'intérêt différents, du coup je peux faire autant des espèces de poissons, des monstres marins, mais parce que je trouve ça fascinant, que des petites broderies trop mignonnes. Voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. Oui. Alors, est-ce que tu arriverais, pour celles et ceux qui nous écoutent uniquement sur les plateformes d'écoute, à nous emmener dans ton univers et à nous raconter verbalement qu'est-ce qu'on pourrait retrouver dans une pièce que tu as peut-être faite dernièrement? Je pense à ta cape, par exemple. Est-ce que tu arriverais à nous emmener dans ton univers créatif verbalement pour que les personnes qui nous écoutent uniquement puissent s'imaginer comment ça se passe en fait quand on rencontre ton art, tout simplement? Pour moi, il faut que ça raconte une histoire.
C'est pas juste un vêtement, c'est pas juste un dessin. Il faut que ça raconte une histoire. Et idéalement, il faut que il y ait un lien entre le vêtement et le motif. Okay. Pour moi, il y a des motifs, je les vois sur certains vêtements parce que la coupe, parce que la couleur, bon, ça va être un peu bateau entre guillemets ce que je vais dire, mais la robe Atlantide que j'ai fait, je sais pas si tu l'as vue. Non, mais par contre, ce serait bien que tu puisses nous expliquer comment est-ce qu'on peut la voir visuellement dans notre tête pour notre... Du coup, c'est une robe vintage en jean bleu foncé avec une jolie coupe un peu kimono japonais sur le haut et puis assez droite en bas. Okay. Et en fait, je suis vraiment venue... Donc, c'est une très grosse pièce que j'ai pas fait pour une commande, mais que j'ai créée pour un défilé. D'accord. Donc, c'est quand même un contexte assez particulier dans le sens où j'avais pas en tête de la vendre spécialement et que j'y ai passé énormément de temps. Mais j'ai fait tout un concept de robe Atlantide. Donc, j'ai fait tout un espèce de château sous-marin sur le dos de la robe. Wow. Et sur le devant, donc le devant un peu en mode kimono, donc col en V, j'ai fait 2 sirènes qui sont tractées par un poisson avec un harnais. Donc vraiment, voilà, il faut pour moi qu'il y ait une histoire. Donc après, c'est sûr que si on me commande quelque chose avec un budget de 60-100 euros, bien sûr que je pourrais pas raconter une histoire aussi incroyable qu'une robe Atlantide. Là, je te raconte vraiment le masterpiece. le masterpiece. Et c'est comme pour la cape, donc là la commande, là pour le coup c'était une commande, okay. Ma plus grosse pièce commandée, c'était une commande. La personne avait cette cape de Hobbit, voilà. Pour faire simple, pour que tout le monde visualise, je pense que c'est le plus vert facile. Forêt, capuche... Voilà, la bonne cape de Hobbit, et c'était pour faire justement du cosplay, donc des conventions, ce genre de choses. Et donc là c'était trop bien. Alors là, parce que là, gros projet en plus, vraiment avec un côté un peu fantastique, elfique, forêt, enfin, trop chouette. Et donc, ce genre de projet, en plus, c'est encore plus un challenge parce que là, pour le coup, c'est pas que moi, mon imagination, c'est aussi les attentes du client, enfin de la cliente en l'occurrence. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir finalement sur cette. En fait, qu'est-ce que tu as brodé, encore une fois, pour celles et ceux qui nous écoutent uniquement, qu'est-ce que tu as rajouté, comment tu l'as upcyclé justement, cette cape-là? Bon, pour le coup, je sais pas si on peut vraiment parler d'upcycling parce qu'elle l'a acheté, elle avait déjà un peu en tête de faire la broderie dessus, donc... Okay. Mais bon, on va dire que j'ai bien personnalisé cette cape. Donc la contrainte, c'était de faire quelque chose d'inspiration elfique, forêt. Je suis partie vraiment sur des motifs art déco, donc vraiment très en rondeur, quoi. C'est très, très circulaire, très souple, très fluide. Et donc la cape est très longue, donc je pouvais pas juste faire un petit boui-boui quelque part, il fallait vraiment que ça soit harmonieux, que ça aille dans le mouvement. En plus, une cape, on a quand même les mouvements des bras et tout, donc... il y avait plein de choses à penser. Et après, j'y ai intégré des petits points, j'y ai intégré un motif de bordure qu'on retrouvait sur le contour de la cape, mais qu'on retrouvait aussi sur le long qui descendait. Il y avait des petits éléments figuratifs, il y avait des petits champignons. Et ma cliente m'a demandé de faire un hibou en plein vol aussi sur le côté... je sais plus de quel côté c'était, celui-là, je crois. Côté gauche. Donc il y avait plein de petites choses. Et je pense que quand on voit cette cape... on a vraiment cette idée de on est un personnage imaginaire, on a un personnage féerique et on se balade dans une forêt. Voilà, il y a tout ça, et ça, c'est vraiment une impression que je veux qu'on retire de quand on voit les vêtements que je brode, c'est qu'on se fasse des histoires, qu'on voit l'histoire, en fait. Justement, tu réponds à l'une des questions que je voulais te poser, mais je ferai des inserts pour celles et ceux qui nous regardent, je ferai de toute façon des inserts avec du coup tes vidéos sur Instagram. On va parler justement de tes plateformes tout de suite après, mais voilà, comme ça vous pourrez voir aussi précisément, en plus que l'explication que vient de nous faire du coup Marianne, sur... cette belle cape que j'ai trouvée magnifique, hein, clairement. Donc, tu as répondu un peu à cette question de qu'est-ce que tu voudrais que ton public comprenne de ton travail. Et pour aller un peu plus loin, je pense que cette question, elle serait intéressante parce que, certes, la commande de cette cliente était avec un produit existant, acheté récemment ou non, mais tu as quand même parlé de la masterpiece et tu as plein d'autres pièces à disposition. Qu'est-ce que ça change pour toi de travailler justement avec ces matières qui sont chargées d'histoire ?
Est-ce que tu y vois comme non, c'est juste de la matière et c'est de la matière, ou est-ce que tu vois il y a quand même peut-être un passé derrière tout ça, derrière ce vêtement, derrière cette comment ça se passe pour toi quand tu travailles ces matières-là? Alors ça dépend parce que pour être honnête, il y a plein de fois où je récupère des choses, c'est de la fast fashion. Donc je travaille pas toujours avec des belles robes vintage, super bonne qualité. Il y a plein de fois où c'est difficile aussi de savoir exactement d'où vient le vêtement. Moi, je me fie beaucoup au toucher en fait. Ça peut être de la fast fashion, mais avoir une super bonne qualité de tissu où je sais que c'est assez épais. Parce que bon, pour moi, en broderie, le premier critère, c'est vraiment l'épaisseur. Si c'est trop fin, ça va être compliqué, ça risque de se déchirer plus vite. Ça va être plus délicat à broder avec l'aiguille aussi. Donc je me fie beaucoup au toucher. Le jean, c'est parfait à broder. Donc même si c'est une veste en jean Zara, moi si je la récupère à 2 € dans une friperie, ça va très bien m'aller, quoi. C'est parfait. Mais après, il y a aussi des pièces qui... C'est pas tant l'histoire du vêtement en soi, parce que bien souvent, elle est dure à... Pour moi, je suis pas du tout historienne du coup du textile ou de la mode, donc c'est vrai que pour moi, c'est dur de le retracer. Mais c'est plus le vécu qu'il y a derrière un vêtement. Si par exemple, quelqu'un qui me dit « Ah, cette veste, je veux l'offrir à telle personne, cette veste, je l'ai dans ma famille depuis longtemps, ce t-shirt, c'était à mon ami... » Voilà, pour moi, c'est plus ça, ce rapport au vêtement qui m'intéresse. C'est cette robe, en fait, elle était à ma maman, elle me l'a donnée. C'est des choses que tu récupères de tes grands-parents et à chaque fois que tu les vois ou que tu les portes, t'as un petit... Ça te fait quelque chose en fait. Et il y a ça avec les objets, il y a ça avec les vêtements. On peut avoir ça avec de la musique, avec n'importe quoi. Et moi, c'est vraiment ce rapport un peu filial, familial, avec les choses qui nous entourent et avec lesquelles on vit, qui m'intéresse. Et on vit tellement dans les vêtements. Enfin, on devrait vivre tellement dans les vêtements. Parce que je pense qu'un vêtement, il n'a pas à être porté une fois ou deux et ensuite jeté au fond du placard. Pour moi, un vêtement, c'est vraiment quelque chose qui nous accompagne, qu'on va porter certaines journées. Tu vois, cette robe, je l'adore parce que ma maman me l'a donnée et je l'ai portée à plein d'occasions. Puis là, je la porte aujourd'hui pour faire ce podcast avec toi. Et du coup, la prochaine fois que je la porte, ça va me faire penser. Tu vois, c'est toute une historique que tu as avec tes vêtements. Tout à fait. En fait, je trouve ça intéressant, c'est que finalement, tu laisses aussi, au travers de ton art, de tes créations, une forme de legacy, une forme d'héritage aussi. Cette jeune femme qui a, du coup, commandé cette cape, elle pourra... Enfin, je pense qu'elle pensera automatiquement à toi quand, finalement, elle verra son hibou, elle verra... C'est une chouette ou un hibou? C'était une chouette. Donc j'ai l'impression que toi aussi, quelque part, tu y laisses ta patte et tu y laisses un petit peu de toi-même dans tes broderies et tu fais prospérer un peu l'histoire. C'est une façon de le dire autrement. Autre question que j'aimerais te poser avant qu'on commence ce troisième bloc. Oui, je pense que je vais te poser cette question parce qu'elle peut être intéressante, surtout avec la sensibilité que tu as. Est-ce que tu ressens que cette activité que tu réalises en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse reflète une partie de toi que tu n'arrives pas à exprimer autrement que par la création et ce que tu proposes? Est-ce que tu penses que ça permet de t'explorer différemment? Je pense que oui. Je pense qu'on a on a différents aspects de nous-mêmes en fonction des gens avec qui on est ou des settings où on est. Et clairement, l'entrepreneuriat, ça m'a tellement sorti de ma zone de confort, ça m'a sorti de mon anxiété parce que je me suis mis à faire des marchés, je me suis mis à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, ça a eu des mauvais côtés aussi, hein, dans le sens où avant j'étais beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux et je suis passée au pic de mon activité à faire plusieurs posts par semaine, donc forcément à y passer énormément de temps. Et ça, c'est pour le coup, je considère ça plutôt comme un point négatif dans ma vie. Mais par contre, il y a tellement plus de points positifs. Enfin, ça m'a vraiment fait me challenger, ça m'a fait rencontrer plein de nouvelles personnes, ça m'a fait faire partie du collectif, qui est un collectif avec des personnes extraordinaires et qui ont qui ont des grandes idées, qui ont des beaux objectifs. Et donc, de travailler comme ça en groupe, alors que moi, de base, toute notre activité, elle est assez solitaire, mais moi, de base, je suis quand même assez anxieuse socialement. J'ai quand même du mal à forcément aller vers les gens que je connais pas et tout. Donc, pour tous ces points-là, vraiment, l'entrepreneuriat, ça a été une grande aventure, un beau challenge. Et finalement, tu réussis jusqu'à présent parfaitement bien et on te souhaite longue vie, bien entendu.
On va continuer sur ce troisième bloc que j'ai appelé impact et message. Et une fois de plus, hein, tu as peut-être un peu déjà répondu, mais sens-toi libre peut-être de continuer sur la lancée. C'est lorsque tu disais que tu aimerais que les personnes remarquent dans ton travail voilà, toute la sensibilité, ton univers, l'histoire que tu racontes au travers voilà, de tes broderies, de tes pièces. Et la question est la suivante, qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent vraiment en découvrant ton travail? Il y a ces questions d'histoire, est-ce que tu vois autre chose? Il y a aussi toute une partie de l'expression de soi, dont je pense que j'ai pas encore trop parlé jusqu'à présent, mais qui est super importante. Pourquoi j'ai voulu commencer à faire ça? Parce que j'avais envie de me faire des vêtements avec des motifs un peu cool, j'avais envie de me personnaliser voilà, des belles pièces pour moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des commandes parce qu'ils avaient cette envie-là aussi de j'aime beaucoup telle chose, est-ce que, voilà, j'ai envie de porter ça sur moi, j'ai envie, même si c'est juste une référence pour moi-même en fait, mais j'ai envie d'avoir ça et c'est un peu, des fois aussi un peu comme une armure pour affronter, les vêtements c'est une armure hein, pour affronter le monde, c'est la manière dont on nous perçoit. Et je pense que, enfin j'espère que porter une de mes pièces avec un motif qui a quelque chose de spécial pour la personne, ça peut aider à voilà, affronter le quotidien. Des fois, c'est juste le fait d'avoir sortir avec une tenue qu'on aime bien, qui nous fait du bien, ça nous donne un petit peu de force. Et voilà, si c'est quelque chose que je peux apporter à ma petite échelle, c'est super chouette. Non, c'est magnifique, vraiment. J'avais souvent cette idée qu'effectivement notre appareil, la tenue vestimentaire est l'une des premières choses qu'on repère chez l'autre et on a effectivement en fonction de sa culture, en fonction de son background, des idées qui pop-up rapidement, la classe, la catégorie dans laquelle la personne appartient, est-ce que la personne est plus ou moins créative, plus ou moins excentrique, enfin bref, on arrive effectivement, comme tu le dis, en fonction des tenues vestimentaires à cataloguer malheureusement des personnes, bien que on peut aussi paraître au monde d'une certaine façon et paraître ensuite dans sa personnalité totalement différente. Et justement, on va continuer avec cette question d'univers créatif et comment on paraît au monde plus ou moins. C'est quoi la force d'un profil atypique dans un univers créatif justement? C'est aller au bout de ses idées et je vais reprendre le mot de Lila Sarr. C'est parfois avoir le courage d'essayer des choses en fait. Quand on sait peut-être qu'il y a une recette qui marche ou peut-être au contraire quand il y a quelque chose qui marche pas, c'est avoir le courage de persévérer et de se dire non, je vais pas m'arrêter là, je vais pas me laisser faire, je vais essayer plus loin, continuer encore un petit peu et puis se remettre en question aussi. C'est super dur, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire dans la vie en général et dans la création aussi en particulier. Donc les profils atypiques auront plus tendance à être dans la détermination, c'est ça? Dans la persévérance? Je dirais que oui. Est-ce que j'ai répondu totalement à côté de la question? Non, toute réponse est bonne à prendre. Vraiment, c'est donc en tout cas vis-à-vis de ce que tu ressens par rapport à ce que tu vis en tant que créatrice et profil atypique. Ouais. Toi, tu mises sur cette question. J'arrive, grâce à qui je suis, à être plus dans la détermination, dans la persévérance et également dans cette capacité à se remettre en question et du coup à se questionner et ouvrir le champ des possibles. C'est un élément qu'on retrouve souvent chez les profils atypiques, le fait de penser à plein d'idées et donc à miser sur si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je vais mettre autre chose en place, ça fonctionnera différemment mais ça viendra à me rendre plus sage, oui, et à avoir d'autres apprentissages. En tout cas, c'est ce que je remarque chez les profils atypiques, et c'est ce que je crois que tu viens de partager, hein, c'est ça? Oui, je pense que tu as très bien synthétisé ce que je voulais dire, c'était parfait. Ça marche. On va continuer avec la troisième question de ce troisième bloc. Alors, conseil, point de vue, prise de recul, tu prends ça comme tu veux, mais si tu pouvais, et voilà, si tu devais, si tu pouvais, donner un conseil, point de vue, réflexion, à quelqu'un qui veut vivre de sa passion ou changer de trajectoire de vie, qu'est-ce que tu pourrais lui proposer?
Oula, honnêtement, je ne me sens pas du tout assez mature et responsable pour donner des conseils à d'autres personnes sur leur vie. Un point de vigilance, dans ce cas, si c'est pas forcément un conseil dans ta propre réalisation, comment... Je pense qu'il n'y a pas de formule magique qui fonctionne pour tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment... et je pense qu'une formule pour une personne peut aussi changer à d'autres moments de la vie. Moi, j'ai eu la possibilité de travailler pendant quand même, on va dire, 2-3 ans, pas à temps plein tout le temps, mais avec quand même énormément de temps à consacrer à mon entreprise. Et en fait, j'appelle ça une entreprise, mais c'est presque trop business. J'ai eu beaucoup de temps à consacrer à ma passion, à quelque chose qui me passionnait, qui me passionne toujours hein, d'ailleurs, mais il y a eu vraiment, je pense, un pic où ça m'apportait tellement de joie, de bonheur, comme tu disais quand tu définissais le talent, de m'asseoir et les heures, je les vois pas passer parce que je suis dans un kiff et c'est trop bien, quoi. Et là, maintenant, je peux un peu moins le faire parce que j'ai repris du salariat, mais parce que j'avais besoin d'autre chose aussi, j'avais besoin de plus de stabilité financière. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, il y a des choses qui fonctionnent à un instant T, et des fois, il faut changer. Et je pense que c'est important de savoir s'écouter et de savoir réajuster aussi en fonction... voilà, des fois, quand ça coince, on peut se remettre en question et essayer d'autres choses. Ou alors, voilà, on peut aussi se dire je vais essayer une autre formule pendant un moment parce que j'ai besoin d'autre chose. Donc, le conseil que tu donnes, finalement, c'est de s'écouter, de débuter, mais d'être aussi tout à fait alerte et attentif, d'être agile sur ce qui se passe au fur et à mesure que l'on avance sur son projet, quoi. D'avoir une claire conscience quelque part de s'écouter. Dans le SOS Podcast, au niveau des différentes saisons, même dans mes consultations, j'appelle ça avoir un projet écologique. C'est-à-dire de ne pas perdre en vue son écologie personnelle, à savoir sa santé mentale, à savoir son équilibre de vie personnel, voilà, à savoir un projet professionnel, quel qu'il soit, entrepreneurial, salarié, peu importe, devrait rester dans son écologie personnelle et favoriser sa vie personnelle, puisque oui, on peut et on devrait, à mon sens, détacher son entreprise de sa personne, mais si on y met beaucoup de soi et qu'on y perd son écologie, dans son entreprise, on peut se perdre en soi. Donc ça n'a plus de sens finalement, puisqu'au départ, on voulait lancer sa passion ou changer de trajectoire. Donc avoir un esprit écologique, je pense que c'est le lien que je peux faire avec ce que tu viens d'évoquer. Oui, totalement. Ok, ça marche. Alors, j'ai envie de te poser une autre question de ce bloc-là. Je me demande laquelle... j'ai envie de te poser... je vais te poser celle-ci. Comment souhaites-tu... Alors, peut-être que tu me diras que tu n'as pas assez de légitimité et je te dirai que non, mais comment souhaites-tu que ton travail inspire d'autres créateurs ou le public ? J'aimerais que ça inspire les gens à assumer les petites choses qui les font kiffer. Voilà. Okay. Et que ce soit un dessin animé, un groupe de rock, de la bouffe. Mais vraiment les petits plaisirs du quotidien, quoi, les choses qu'on kiffe et qui font partie de notre personnalité, qui font partie de nous. Et ça fait plaisir de les porter, de les afficher librement. Bon, après... des gens qui diront que c'est pas leur style vestimentaire et c'est ok. mais ouais, je pense... en tout cas, je sais que pour moi, c'est les petits kiffs de la vie comme ça que j'ai envie de foutre sur un t-shirt, c'est de me balader avec en mode « Regardez les gars, j'adore la pizza ». Finalement, on le fait déjà au travers de tatouages. Bon nombre de personnes, aujourd'hui, en 2026, voilà, il n'y a pas, je pense, une personne qui n'est pas tatouée, ou presque, mais ça s'est quand même pas mal démocratisé, et donc se faire tatouer une part de pizza, ça peut même en devenir cool, donc pourquoi pas, comme tu le dis finalement, dans se comparer au monde, à défaut de faire un tatouage parce qu'on ne souhaite pas, pourquoi pas se le faire broder sur sa jaquette, sur sa veste, ça peut aussi être une Moi, je considère un peu ce que je fais comme du tatouage textile. Des fois, dans les marchés, en fait, j'avais fait des planches pour des ateliers avec des petits motifs pas trop longs à faire. Et donc, des fois, pour montrer un peu mon travail, pour montrer le côté personnalisation sur les marchés, j'amène mes petites planches de flash. Et voilà, il y a l'aiguille aussi, c'est en commun. Donc, c'est un peu tatouage textile. Mais oui, je trouve ça vraiment... Peut-être que je viendrai à nommer notre interview comme ça.
Ouais, je pense que vraiment, il y a un truc à faire. C'est vraiment intéressant. Si tu n'as pas pensé à le déposer, ce... Je sais pas si ça. Je sais pas. Si, je crois que j'ai déjà vu quelqu'un qui faisait. Pas avec de la broderie. Mais il me semble que j'ai déjà vu un truc comme ça. Ouais, c'est une belle façon de le dire en tout cas. Mais je trouve que c'est un peu le même. Voilà, on peut aller acheter dans un magasin de fast fashion un t-shirt avec quelque chose qu'on aime bien. Mais voilà, il y a un commitment qui est quand même plus fort quand tu vas aller commander à un... Merci. Quand tu vas aller commander à un artisan voilà, une pièce spéciale pour toi avec quelque chose que tu aimes. C'est pas juste j'ai acheté un t-shirt part de pizza pour rigoler. Non, j'ai demandé à une artisane de broder une part de pizza, peut-être avec des petits yeux, ou peut-être une pizza ananas parce que j'assume mes goûts bizarres. Team ananas, vous êtes là? Parce que moi je fais de la team ananas. Team, on cherche la controverse ici. Je vais avoir plein d'haters, mais c'est pas grave. Voilà, je pense qu'il y a quand même... en fait, c'est quelque chose qui... Il y a beaucoup de choses que la broderie machine est capable de faire tout aussi bien que moi. Parfois même mieux. Et ça m'est déjà arrivé de dire à des clients, quoi, vous voulez avoir écrit Coldplay en gros dans votre dos, faites ça à la machine. Honnêtement, moi je vais vous prendre un prix exorbitant pour faire du lettrage et ça sera beaucoup plus beau et beaucoup plus clean en fait à la machine. Et toi, finalement, ça va pas forcément t'apporter... Moi, ça va pas me faire kiffer du tout. Voilà. Aussi. C'est pas... Enfin... Ça peut être kiffant de faire du lettrage, mais sur une grande taille, honnêtement, je vois peu d'intérêt de faire ça sur une typographie très basique. Je vois peu d'intérêt de faire ça à la main. Et c'est la chance qu'on a quand on est entrepreneur, quand on est entrepreneuse, c'est qu'on est aussi en capacité de refuser une clientèle, de refuser des projets parce que c'est notre entreprise. Et si on a décidé de travailler d'une certaine façon, bah c'est notre façon. Et il y a plein d'autres personnes chez qui effectivement la personne peut s'orienter. J'aimerais rajouter ça parce que quelquefois, oui, on ne devrait pas cracher entre guillemets sur un client, mais en même temps, si on est entrepreneur, c'est pour travailler pour soi, quoi. Après, il y a plein de fois où je brode des choses qui me font pas particulièrement kiffer, mais il y a vraiment des fois où... Enfin, j'ai rarement dit non parce que le projet me plaît pas. C'est vraiment plus... je vois pas l'intérêt de faire ça à la main. Parce que vraiment, pour moi, faire quelque chose à la main, on va voir en fait que c'est fait à la main. Il va y avoir une patte, il va y avoir une touche. Ça, c'est inimitable à la machine. Par contre, broder un gros lettrage de ton groupe de rock préféré... il y a peu, honnêtement, d'avantages à faire ça à la main et ça va coûter, soyons honnêtes, 10 fois plus cher. Mais Coldplay, on vous aime. Mais Coldplay, on vous aime. Je t'ai interrompu, est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager ou Non, c'est bon. C'est bon, ça marche. On va donc passer à ce 4e bloc réservé à la Fashion Week, puisque effectivement cette interview sortira au moment de la Fashion Week. Il y a 3 questions que j'aimerais te poser. La première est la suivante. Selon toi, quelle place devrait prendre l'upcycling dans des événements comme la Fashion Week ? De plus en plus de place selon moi. Après, pour être tout à fait honnête, je suis assez peu les Fashion Week classiques. Et je suis assez peu la mode de manière générale. Je suis pas complètement imperméable à ça, mais je regarde assez peu. Malgré le fait qu'il y ait des choses qui soient très chouettes, hein, mais c'est quand même un délire, la mode. Et mine de rien, je ne suis pas vraiment dedans. Mais clairement, il devrait y avoir plus d'upcycling. Après, c'est très très long, je pense qu'on ne va pas avoir le temps forcément de développer ça pendant 12 000 ans, mais il y a tout un rapport à la haute couture où ils utilisent quand même des matériaux nobles, où après il y a ça, ils mettent ça dans des stocks dormants que d'autres personnes vont upcycler justement. Donc pour moi oui, ils devraient mettre en valeur l'upcycling, mais en fait ça reste quand même quelque chose de tellement différent, même par rapport à la fast fashion, c'est à part, quoi. Vraiment, la haute couture, c'est à part. Oui. Ça a plein de défauts aussi, hein, ça a plein de défauts, bien sûr. Mais pour moi, les Fashion Week, c'est vraiment... c'est un peu comme des expositions de trucs qui sont dans un autre univers, alors que l'upcycling et la fast fashion, c'est dans le monde réel.
pour moi. C'est des choses que consomme le commun des mortels, alors que la haute couture, excuse-moi, je ne connais personne qui consomme de la haute couture. Non, et d'ailleurs, on n'acquiesce pas sur cette chaîne tout ce qui va être fourrure ou cuir d'animaux divers et variés. Nous n'apprécions pas ce type de mode-là. Je voulais juste le placer parce que tu l'as évoqué. Mais en tout cas, c'est dans les Fashion Week, hors secteur très haute couture ou haute couture, voilà, dans ce qui paraît accessible, t'aimerais que finalement on soit plus sur la propagation, la proposition de Fashion Week comme vous le proposez avec Upcycling Connection, pardon, j'ai eu un petit bug, où finalement l'upcycling soit reconnu comme étant enfin, en fait, j'ai trouvé ça intéressant que tu mettes, si tu veux, la haute couture et la très haute couture dans un autre univers et que tu y mettes la fast fashion et l'upcycling dans ce qui paraît être le plus accessible. Mais dans l'événement de la Fashion Week, c'est quand même vu et regardé par presque tout le monde, en tout cas quand on s'y intéresse. Les réseaux sociaux sont inondés de Bella Hadid à cet endroit, et puis Naomi Campbell à cet endroit, etc. Et regardez ce sac poubelle qui défile sur le tapis rouge. Voilà, par exemple. Mais c'est vrai que le commun des mortels y assiste tout de même, tu vois. Et est-ce que tu n'aimerais quand même pas que l'upcycling y apparaisse, même si c'est un peu hors d'atteinte, ou tu penses que c'est utopique? Je pense que non, parce que pour moi, ça doit être quelque chose qui doit être pris en main par le plus grand nombre possible de personnes. Et je pense que si ça monte en fait sur un domaine un inaccessible. piédestal, ça va devenir quelque chose vu comme inaccessible. Et je pense qu'il y a déjà un des créateurs de haute couture qui font de l'upcycling, qui utilisent des matériaux upcyclés. Et c'est super chouette. Mais en fait, ce qui m'intéresserait plus, ça serait vraiment qu'il y ait une valorisation de l'upcycling à des échelles à plus grande échelle et aussi à des échelles politiques. Ok. Par exemple, les municipalités, par exemple, j'ai une amie qui fait beaucoup de danse et à chaque fois, chaque année, pour les spectacles de danse, en fait, on demande aux gens de commander tel truc sur Shein parce que comme ça, tout le monde peut avoir le même truc pour pas cher. Ah oui, Voilà. intéressant. Donc Ok. je pense que ça aurait beaucoup plus d'impact sur le monde. Et pour moi, l'upcycling, c'est une question d'impact. On veut avoir un impact écologique. C'est nos valeurs, c'est pour ça qu'on fait ça, en fait. On veut réduire le nombre de déchets textiles et déchets tout court. Donc pour moi, ça aurait beaucoup plus d'impact si voilà, les clubs de sport, les municipalités, tout en fait les gens qui ont besoin de vêtements à tel moment Il était sensibilisé. étaient sensibilisés à ça et repensaient en fait leur rapport voilà, aux achats compulsifs sur Shein, sur Temu, sur les sites chinois. Ou pas chinois d'ailleurs. Hein. Oui, non, il n'y a pas On n'a rien contre la Chine ici. Non, vraiment pas, vraiment pas. Et justement, par rapport à ce que tu mets en avant, je pense que la deuxième question fait voilà, comment dire, un parallèle, un pont assez intéressant. Qu'est-ce que ça représente pour toi et ton entreprise d'être mise en avant comme des événements comme la Fashion Week, justement? C'est une belle valorisation de notre travail et c'est aussi une belle manière de sortir de notre grotte où on est toutes là en train de créer comme des gremlins. C'est l'occasion, voilà, encore une fois, c'est une confrontation au monde, quoi. C'est comme faire des marchés, mais version un petit peu plus fashion, quoi. Oui, et puis finalement, le public vient, en tout cas la Fashion Week d'Upcycling Connection, le public viendra pour ça. Donc on est enfin, c'est la target finalement. Enfin, il me semble que le public sera sensibilisé à cette question d'upcycling. Est-ce que c'est aussi une façon pour toi, j'ai envie d'y penser, de rencontrer ton public, de rencontrer tes consommateurs? Ou t'as pas forcément besoin de ce type d'événement pour cela? Non, parce que pour moi, même si c'est à notre échelle, ça reste un défilé, ça reste quelque chose pour vraiment mettre des paillettes dans les yeux des gens, pour leur un peu crier à la figure, regardez, on existe, regardez, c'est possible, regardez comme c'est cool, regardez comme c'est créatif. Pour moi, rencontrer les gens et les consommateurs, c'est plus sur les marchés. D'accord. C'est vraiment là où voilà, les gens se baladent, c'est vraiment là où tu peux les attraper, essayer de leur expliquer Ok. un petit peu ce que tu fais et tout ça. Ça marche. Et dernière question,
Alors jusqu'à présent, j'ai eu un peu toutes les réponses et j'ai hâte d'avoir la tienne. À ton avis, est-ce que la mode, le design ou un objet utilitaire peut n'être qu'aujourd'hui esthétique? Hum, Ma première impulsion, c'était quand même de dire oui. Attends, reste dans le cadre. Pardon, je m'enfuis. Je veux pas répondre à cette question. Ma première idée, c'était quand même de dire oui, parce que j'accorde quand même un grand sens, une grande importance à l'esthétique. Et je pense que parce que pour moi, l'esthétique, voilà, c'est quelque chose qui est beau, quelque chose qui va t'apporter du plaisir visuellement. Et c'est important. Mais en même temps, oui, c'est vrai que si c'est beau, mais que tu l'as acheté, que c'est genre une merde à 3 euros, faite par des gens sous-payés qui ont une vie atroce, ou pas payés du tout, en fait, ça pose des questions, quoi. Mais si tu as trouvé ce même article dans une ressourcerie, la question, elle se repose. Est-ce que subitement, on peut oublier le fait que ça porte l'étiquette de telle marque qui est atroce ou pas? Mais en fait, justement, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est d'amener les gens à se poser cette question. Et je pense que... En fait, c'est compliqué parce que quand on sort de son cercle d'artisans, de personnes qui font de l'upcycling, de personnes un peu go-go-gauchistes... Waouh Bobo-gauchistes Waouh, go-go danseur, quoi. On va la garder. Quand on sort un peu de son cercle, voilà, avec les gens doudous avec qui on est quand même et qui pensent un peu pareil que nous, en fait, on se rend compte que tous tes collègues, ils commandent sur Chine, ils trouvent ça normal. Tous tes collègues, voilà, ils ont des pratiques de commander sur Amazon ou autre, et ils se posent pas trop de questions. Non. Et voilà, et nous, on est un peu sur le cul en mode « Ah, quoi, tout le monde n'est pas comme moi ?» Mais non, la vérité, c'est que tout le monde n'est pas comme nous. Et je pense que voilà, l'upcycling, c'est aussi à ça que ça doit servir. Et les événements comme la Fashion Week, la Slow Fashion Week, c'est à ça que ça doit servir. À faire se poser des questions aux gens. Je sais pas si cette phrase est correcte, mais je pense que tout le monde la comprend. Je pense que tout le monde la comprendra. Voilà, il faut que les gens ils se posent des questions et que quand ils veulent acheter un truc, ils soient plus juste en mode « c'est beau », il faut qu'ils soient en mode « c'est beau, mais est-ce que j'ai vraiment envie de soutenir ça ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'appuyer, de donner des sous et de valider ces valeurs-là, de valider ces pratiques-là ?» Et si juste le fait qu'ils se posent la question, même s'ils se disent pas de suite non, juste le fait qu'ils se la posent, je pense que c'est positif. Totalement, complètement. Merci pour cette belle interview. On va terminer avec des questions. Puisque ça y est, on a traversé les quatre temps de cette interview. Les questions flash, voilà, j'en ai une trentaine devant moi, évidemment, je vais pas te poser les 30. Je vais t'en poser 5. J'ai chaud. Oui, on est bientôt sur la fin. Donc, je vais t'en poser 5. L'idée, c'est que généralement, les premières réponses qui te viennent sont bonnes. Si tu n'as pas d'éléments à partager, il n'y a pas de souci. Au moins, ça ne pourra que proposer peut-être un deuxième round pour voir un petit peu plus tard, voir si tu as d'autres réponses à nous donner. Donc, je t'en pose 5 au hasard. Et est-ce que tu es prête ? Allez. Alors, la première est la suivante. Une habitude qui t'aide à rester focus et concentré et inspiré. Ce serait quoi ? Le sport. Le sport. Ok. En tout cas, dernièrement, ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, dernièrement, le sport. Ok, t'as un type de sport en particulier que tu souhaites partager ? La boxe française, c'est trop cool. Wow. Mais aussi le yoga, juste le fait, en fait, par exemple, quand je passe des journées entières à l'atelier, dernièrement, ça m'arrive moins, malheureusement, mais quand j'ai passé la journée entière comme un gremlins comme ça sur ma chaise à broder, ouais, le yoga après, c'est... C'est chouette. Le yoga, c'est cool. C'est pour ça que mon dos est à peu près en état fonctionnel encore. On va te poser ensuite la question qui serait la suivante. Je sais pas, j'hésite. Allez, ton rêve créatif pour les 5 prochaines années. Ça fait un peu question RH, je le reconnais. Ouais, mais en même temps, j'ai la parfaite réponse RH à donner. Allons-y. Trouver le parfait équilibre entre le travail salarié, la vie personnelle et mon entreprise. C'est un rêve illusoire.
C'est mon rêve. Alors, accessible, ça demandera évidemment de l'ajustement. Si tu as besoin de ça pour moi, tu sais que je fais des consultations, donc n'hésite pas. C'est accessible, ça demande simplement de l'ajustement. Et comme je l'ai déjà dit notamment dans l'interview de Lauriane, qui a créé Earth & Wine sur Montpellier, de pouvoir et d'estimer quand est-ce qu'il est possible de déléguer. Quand on est entrepreneur, c'est qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que j'ai besoin de laisser à quelqu'un d'autre qui puisse le gérer pour que je puisse être dans mes créations, pour que je puisse être présent pour ma famille, etc. etc. Mais on pourra reparler si tu veux, sans problème. Autre question que j'aimerais te poser. Allez, le mot qui te définit le mieux en ce moment. Ah non, j'allais dire fatiguée, mais je veux pas être définie par ça. Non, motivée. La meuf qui a pris les deux mots complètement opposés. Elle force à fond, mais elle manifeste des choses dans sa vie. On va continuer avec une autre. Allez, un truc que tu es encore en train d'apprendre. La broderie, honnêtement. Ouais. Ouais. Après, c'est sûr que j'ai atteint un plateau, hein, parce qu'au début, ça a fait ça, et là, je suis dans une espèce de plateau. Mais de plus en plus, je m'intéresse à tout ce qui est histoire de la broderie. Et, alors, les points, il y en a des centaines, je sais. Honnêtement, j'utilise même pas 1% de tous les points de broderie qui existent. Mais ouais, l'histoire derrière les points, tous les petits motifs, où c'est qu'ils sont utilisés dans quelle partie du monde, c'est vraiment un savoir que j'aimerais creuser plus. Et parce que, enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir à peine effleuré la surface de ce qui est possible en broderie, quoi. Alors, du peu que je connaisse, il y a une chaîne YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Friendly Julie, je crois. Je sais pas si tu la connais. Non, je crois pas. Elle faisait au départ, enfin elle fait toujours d'ailleurs des vlogs lifestyle, etc. Elle était beaucoup dans le bio, mais elle fait aussi ce qu'on appelle des floss tubes. Je crois, il y a le booktube, donc YouTube pour celles et ceux qui sont vraiment à fond dans les livres. Et je crois que c'est la Flosstube. Et en fait, elle parle pendant 2 heures de broderie, justement. Je te l'enverrai, je pense que c'est vraiment intéressant. Et en fait, elle montre ce qu'elle est en train de broder, comment ça se passe, les différentes couleurs qu'elle pense mettre, ou comment est-ce que Enfin, en tout cas, je te l'enverrai parce que... Alors, je crois que c'est Franny Julie, je veux pas vous dire de bêtises, ou sinon je remettrai le nom de sa chaîne ici. Faire comme les youtubeurs quand ils font juste ici. Oui, juste là, ou juste là, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous le verrez. Mais je te l'enverrai, je pense que ça peut être sympa, au moins pour voir qu'il y a aussi d'autres personnes comme toi qui partagent leur travail et leur amour de la broderie. Et enfin, allez, parce que celle-là, je l'ai posée aux dernières qui sont passées dans les interviews du SOS Podcast, et je pense que ça peut être sympa, les 3 objets ou 3 animaux, plutôt. Qui te représentent très bien. 3 objets et 3 animaux, 3 animaux qui te représentent très bien. Une tasse de café. Ok. Parce que... Est-ce que Lila a répondu la même chose ? Je ne lui ai pas posé cette question. Ah, parce que Lila et le café aussi, grosse histoire d'amour. Mais oui, une tasse de café, parce que s'il y a vraiment une chose dans la vie qui m'apporte du bonheur, c'est le café. Voilà, désolée, c'est cliché, mais c'est vrai. Une bonne tasse de café. Un bon stylo pour dessiner. Après beaucoup de recherches, j'ai trouvé ces stylos plumes qui sont rechargeables, ce qui est extraordinaire. J'ai juste à planter le stylo dans mon pot d'encre et... Enfin bref. Wow. Bref, ces stylos sont trop bien pour dessiner. Et en plus, moi j'ai des grosses périodes où je dessine pas. Voilà, je sais que c'est mal, je suis une mauvaise artiste. Mais il y a des grosses périodes où j'ai juste pas de jus créatif pour ça. J'ai pas d'inspi. Et ces stylos ne se bougent pas. Donc voilà. On fera un close-up. C'est de quelle marque, si jamais on peut... Oui. Alors, tu me l'enverras éventuellement. Je te l'enverrai, ouais, si jamais. Je crois que c'est une marque japonaise. Ah bah oui. Ah, attends, c'est marqué dessus. Il me semble que j'avais gardé la boîte. TWSBI. Tsubi. Ouais. Je sais pas. Je ferai une petite vérification si j'ai toujours la
Ça marche. Mais ouais, ces stylos sont vraiment super. J'en ai deux en 2 tailles différentes. Et vraiment, je les ai depuis des années et ils sont incroyables. Ok. Voilà. Et puis, ouais, un petit carnet à dessin. Donc, pareil, c'est pas toujours très régulier dans mon utilisation. Mais là, j'en ai plusieurs de cette marque. C'est vraiment des carnets pas chers que à chaque fois, je customise avec un nouveau sticker d'un artiste ou d'une artiste différente. Et il y a plein de couleurs différentes dans cette gamme. C'est rouge et épier, je crois. Ok. Pareil, on fera un close-up et Pas cher, pas un papier d'excellente qualité de fou, mais en même temps juste pour gribouiller. Justement, on n'a pas peur de juste prendre des petites notes ou juste gribouiller des petits trucs parce que c'est pas un carnet avec du papier de ouf. Et c'est très satisfaisant d'avoir toutes les couleurs dans ma bibliothèque. Oui, j'imagine. Et 3 animaux. Un petit écureuil vif et bondissant qui a de l'énergie et de la motivation, car c'est ainsi que je me vois. Un écureuil brun alors. Ouais. Ou les petits requins. Ouais, ils sont mignons les requins quand même. Carrément, je suis d'accord. Un petit écureuil, un truc qui vole parce que putain, voler ça a l'air incroyable. J'ai le droit à des animaux imaginaires. Mais totalement. Moi, ma passion, c'est les dragons. On voit. Est-ce qu'on veut en close-up ? On fera un On fera un close-up après. Encore une fois, j'ai hérité de ces boucles d'oreilles de ma maman parce qu'elle les mettait plus et je les adore. Une des premières grosses broderies que j'ai fait, c'était un grand dragon du voyage de Chihiro. Oui. Donc voilà, les dragons, trop cool. Trop cool les dragons. Et 3, qui volent. Parce qu'il y en a aussi qui volent. Ouais, non, qui volent. Ouais, puis qui ont des pattes aussi, parce que les serpents c'est cool aussi, mais ça a pas de pattes. Si vous avez vu Kaamelott, les serpents ça a pas de pattes. Bref, on se perd. Et le troisième Un animal qui vit à la montagne, un bouquetin. Un truc qui saute dans les rochers en toute liberté. J'allais dire une marmotte, mais en vrai, ouais, un bouquetin, pas un truc qui a de l'énergie. Ok, ça marche. Merci pour ces belles réponses. Écoute, ce que je te propose, c'est de tout simplement, en fait, à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, de nous dire où est-ce qu'on peut retrouver ton travail. Donc les réseaux sociaux, est-ce que tu as un site internet, etc. Comment ça se passe pour te retrouver, Marianne ? Alors, j'ai un site internet dont j'espère que j'aurai fait le lancement quand cette interview sortira. Mais il est prêt, il est en ligne depuis le début de l'année. Donc, c'est tout simplement pointdebrume.fr. Et j'ai un compte Instagram sur lequel je poste plus ou moins régulièrement maintenant, mais sur lequel on peut voir toutes mes broderies depuis le tout début. N'allez pas jusque-là, s'il vous plaît. Ça devait probablement être horrifiant, la qualité des vidéos et des posts. Mais voilà, l'Instagram, c'est point de brume aussi. Donc, point comme un point de broderie et brume pour tout ce qui est imagination, rêverie, petits nuages, voilà. Donc vous retrouverez en barre d'infos tous les liens, site internet du coup et Instagram de Marianne. Merci beaucoup pour cette belle interview. Marianne. Merci à toi, c'était trop chouette. C'est partagé. Je te dis à très vite. À très vite. Merci d'avoir partagé avec nous ce beau moment. Si cette rencontre vous a plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle créatrice et un nouvel univers. Cette série spéciale estivale est l'occasion de célébrer ensemble la première année du SOAS Podcast, tout en mettant en lumière des parcours inspirants et des talents à découvrir. Et n'oubliez pas, toutes ces rencontres nous rapprochent de la Hubco Fashion Week qui aura lieu très prochainement à Montpellier d'ici la fin de l'été. Évidemment, toutes les informations se trouvent en barre d'infos. Avant de nous quitter, n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, d'activer les notifications, également de vous abonner si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes en revanche sur les plateformes d'écoute, à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. N'hésitez pas à commenter, je suis toujours autant ravie de vous lire et d'avoir vos retours par rapport aux épisodes et aux interviews que je propose. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode du SOAS Podcast. Et c'est un wrap. Oui. Bravo. J'ai extrêmement chaud. Oui, on va rallumer... Je ne suis que sueur. Attends, reste dans le cadre. Pardon, je m'enfuis. Je veux pas répondre à cette question. C'est une chouette ou un hibou? C'était une chouette,